Arrivée en France à 6 ans de parents analphabètes, elle devient ministre. Cette semaine, sur le podcast Impact Story, je reçois Elisabeth Moreno, ancienne ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, mais également présidente de la Fondation Femmes Numériques et qui a plusieurs hautes casquettes. J'ai découvert une violence en politique que j'aurais jamais imaginée. Originaire du Cap-Vert, elle rêve de devenir avocate pour pouvoir défendre les droits de ceux qui ne le peuvent pas. Et à partir du moment où on est arrivé en Europe, je me suis rendu compte qu'il y avait plus de place pour moi pour jouer à l'enfant. Travailleuse acharnée, elle gravit des échelons avec une brillante carrière dans le numérique. Elle devient PDG de Lenovo France, puis la première femme africaine à diriger HP Afrique. Et son ascension ne s'arrête pas là. À sa grande surprise, on l'invite à rejoindre le gouvernement français. Je reçois un appel du Premier ministre qui te propose de rejoindre le gouvernement. Je n'avais aucun lien avec le monde politique. Je ne connaissais personne dans le monde politique. Elle nous raconte les coulisses du pouvoir, mais aussi les nombreux défis auxquels elle a été confrontée en tant que femme et femme noire évoluant dans les hautes sphères de la politique au sein d'un environnement très masculin. Tu retournes à ta voiture, tu t'assois et tu pleures. Tellement il y a beaucoup de choses, il y a toute la pression qui retombe, etc. Je fais partie de ces enfants dont on n'attendait rien. Dans cet épisode, on parle sans langue de bois de son parcours, de son attachement pour l'Afrique, d'écologie. Et elle nous livre ses clés pour construire une société plus juste et inclusive. Bonjour Elisabeth Moreno. Bonjour Mamad. Ravi de te recevoir dans ce podcast. C'est un plaisir pour moi d'être avec toi et avec toutes ces personnes qui te suivent et qui te font confiance depuis si longtemps. J'espère qu'ils seront ravis d'écouter ton histoire et ton parcours exceptionnel. Alors, la première question du podcast, c'est est-ce que tu peux te présenter par ton plus gros échec ? J'ai eu beaucoup d'échecs et je trouve qu'elle est géniale cette question parce que souvent on définit les gens par leur succès alors qu'en vérité, avant d'avoir du succès, il faut beaucoup tomber. Et le premier qui me vient à l'esprit, c'est un entretien de recrutement pour un poste européen qui me tenait tellement à cœur et sur lequel je me suis lamentablement plantée. Et celui-là m'a particulièrement marquée parce qu'il m'a appris beaucoup de choses. Il m'a appris des choses sur moi et il m'a appris des choses sur les autres. Alors imagine un entretien de recrutement pour le poste que tu crois être le poste de tes rêves. Tu as déjà eu 5 entretiens et tu rencontres celui qui est censé, ou celle qui est censée être ton futur patron. Là, en l'occurrence, c'était un homme. Et il m'appelle la veille du rendez-vous. Alors déjà, la veille d'un rendez-vous important, je t'imagine, t'as le ventre en courbouillon, tu dors mal, t'es pas bien, tu répètes, tu relis, tu réétudies l'entreprise, ce qu'elle fait, comment elle le fait. Bref, j'avais tout fait. J'avais l'impression d'avoir tout fait parfaitement. Et il m'appelle à 23h30. Il me dit, je dois partir en urgence c'était en Pologne. Et notre rendez-vous qui devait avoir lieu à 11h va avoir lieu à 8h à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Et moi, je ne me vois pas dire non. C'est pas grave, on va le reporter. Parce que ce rendez-vous, il est tellement important, c'est le job de mes rêves. J'ai fait tous les entretiens qui allaient bien, c'était le dernier entretien. Quand j'arrive, il est dans le lobby de l'hôtel et il est en train de regarder la télévision qui est au son très bas, mais je le vois très concentré sur une information qui était en train de passer. Et donc j'arrive et il me dit bonjour, mais de manière très distante. Moi, je suis très sensible aux environnements, etc. Et l'entretien se passe. Et tu sais, on a tous cette intuition qu'on ne veut pas suivre. Mais je sens que l'entretien ne se passe pas bien. Je sens qu'il n'a pas envie de me voir, qu'il n'a pas envie de m'écouter. Je savais. Mais le problème, c'est que tu ne sais pas pourquoi. Tu ramènes toujours tout à toi. Mais moi, j'ai appris à me dire, c'est peut-être pas toi le problème. Il a peut-être eu une mauvaise nouvelle. Il y a un deal qu'il pensait closer qu'il n'a pas closé. Il m'a dit qu'il devait changer son vol. Donc peut-être qu'il y a quelque chose de grave qui se passe. Donc je reste stoïque et je passe mon entretien. Et à la fin de l'entretien, il me dit ça va pas le faire. Ah oui, directement. Je lui dis donc je suis surprise puisque les ressources humaines, le directeur de la structure, tout le monde avait validé. Et je lui dis est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi ? Et il me dit non, je peux pas vous expliquer. Et là, c'est super humiliant parce qu'à la limite, si c'est un élément factuel et qu'il te dit vous n'avez pas les compétences, mais il peut pas te dire ça parce qu'il y a déjà 5 personnes qui ont validé avant. S'il me dit tu sais le prétexte vous habitez trop loin ou alors non j'ai autre chose en tête, non, il me dit je peux pas vous expliquer.
Et là, je comprends que c'est personnel, parce que ça me ramène à une question qu'il m'avait posée en me disant, mais est-ce que vous pensez que vous pouvez réussir en tant que femme il n'a pas ajouté en tant que femme noire, etc. Mais ça me ramène immédiatement à cette question, et je me rends compte qu'il n'a pas envie de travailler avec moi. Et donc, immédiatement, je pense à ces 5 entretiens que j'ai mis des mois à préparer. Je pense au fait que je n'ai pas dormi la nuit. Je pense au fait que cet entretien est humiliant, en fait, parce que en fait, c'est un entretien de rejet. C'est même pas un intérêt par rapport à ce que tu sais faire et à la manière dont tu le fais. Et je fais ce que beaucoup de gens font dans ce cas-là. Quand tu rates un entretien, tu retournes à ta voiture, tu t'assois et tu pleures. Tellement il y a beaucoup de choses, il y a toute la pression qui retombe, etc. Cet entretien a été terriblement difficile parce que je me suis sentie mal, parce que je me suis sentie humiliée pour plein de raisons. Et en même temps, c'est le plus beau cadeau que j'ai eu parce que quelques temps après, on m'a proposé de diriger Hewlett-Packard Afrique. Et ce que j'ai réalisé, c'est que si cet entretien avait marché, j'aurais pas pu prendre ce job qui, pour le coup, j'ai toujours rêvé de diriger un grand groupe international pour le continent africain et sur les technologies. Et ce que ça m'a appris, c'est que parfois, des choses qui ne se réalisent pas, qui ne s'accomplissent pas, alors que tu penses que c'était exactement ce qu'il te fallait, ben, ce n'est pas toujours ça. Donc il faut se rendre compte qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas et que la vie peut avoir des plans pour nous beaucoup plus importants, beaucoup plus beaux et beaucoup plus forts que ce qu'on imaginait. Et ce que je retiens quand même de cette anecdote, c'est qu'au final, tu n'aurais rien pu faire de mieux. Non. C'est vraiment, mais tu as complètement raison. Je dis souvent aux gens, dans la vie, il y a des choses que tu contrôles et il y a des choses que tu ne contrôles pas. Tu ne peux pas regretter, tu ne peux pas être en colère, tu ne peux pas contre des choses que tu ne contrôles pas. Tu ne contrôles pas ton lieu de naissance. Tu ne contrôles pas si tu nais au nord ou au sud. Tu ne contrôles pas si tu nais riche ou pauvre. Tu ne contrôles pas si tu nais femme ou homme. Il y a beaucoup de choses qui te dépassent. En revanche, tu contrôles ce que tu en fais. Tu contrôles ta réaction vis-à-vis de quelqu'un de misogyne. Tu contrôles ta réaction vis-à-vis de quelqu'un de raciste ou d'antisémite ou de xénophobe. Tu n'es pas responsable du comportement des autres. En revanche, ta vie, ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses, ça, c'est sous ton contrôle. Donc, ce n'est pas tant les choses qui t'arrivent qui ont un impact sur ton destin. C'est qu'est-ce que tu fais de ce qui t'arrive qui peut tout changer. Cette anecdote, elle me fait penser à quelque chose que j'ai vécu la semaine dernière. Les enjeux ne sont pas les mêmes, mais c'était un peu le même déroulé. J'étais à une soirée. Et à la fin de la soirée, enfin même pas la fin, enfin à un moment de la soirée, il y a une personne qui vient me voir et qui me dit il faut que tu partes. Et je lui dis bah pourquoi ? Et en fait un peu comme toi il me dit je peux pas te dire. Et je dis bah attends c'est trop bizarre, c'est pas, enfin on m'a invité, ça se passe bien avec tout le monde, il y a aucune raison pour que tu me demandes de partir. Il me dit non mais je peux pas te dire mais il faut que tu partes. Et pareil, ça, je trouvais que c'est ultra humiliant. Et le fait qu'il ne me donne pas de raison me fait dire que, en fait, je pense qu'il était raciste, tout simplement. En fait. Oui, mais... Enfin, je suis même sûr. Et du coup, voilà, je pense que toi, on ne sait pas s'il était misogyne, il était peut-être raciste aussi. Et en fait, dans ce genre de situation, je pense que le plus important, c'est de contrôler la manière dont tu réagis pour pas donner raison à ce qu'il peut penser toi ou autre. Exactement. En fait, ce que j'ai appris au fil du temps, c'est que dans notre vie, il y a de fortes chances pour qu'au cours de notre parcours, on rencontre des gens qui sont jaloux, des gens qui sont misogynes, des gens qui sont racistes, des gens qui ont tellement de tristesse, de malheur, de haine en eux, qu'ils reportent sur toi tout ce qu'ils portent de négatif en eux. Mais là encore, tu ne peux pas être responsable de ces gens-là. Et surtout, il y a tellement d'endroits dans le monde, Mamad, où les gens te veulent. Ne va pas là où on ne veut pas de toi. Ne perds pas de temps
à aller essayer de convaincre des gens qui n'ont pas envie d'être convaincus. Le monde est fait de tellement de possibilités, de tellement d'ouverture, de tellement d'espace. Va là où on te veut, va là où on t'attend, va là où on t'espère et laisse les autres passer à côté de toi. C'est OK. Et si on revient sur ton enfance, tu as vécu au Cap-Vert. Je suis née au Cap-Vert. Tu es née au Cap-Vert. Ouais. Comment s'est passée ton enfance? Quels sont les souvenirs que tu en as avant d'être venue en France? J'ai à la fois plein de souvenirs super doux, super gais, super joyeux, super heureux, parce que moi je suis née... En fait, le Cap-Vert, c'est un petit archipel. Je suis née dans un petit village où tout le monde se connaît, où tout le monde s'entraide, où les portes sont ouvertes, où il y a une solidarité. Parce que le Cap-Vert est un pays pauvre et paradoxalement, c'est dans les pays les plus pauvres que j'ai trouvé le plus de solidarité. J'ai l'impression que plus on s'enrichit, plus on est égocentré, moins on est dans le partage, moins on est dans le don. Et dans les pays pauvres, en tout cas dans le pays où moi je suis née, il y avait beaucoup, beaucoup de solidarité. Et donc, une enfance heureuse, alors que je suis née pendant la colonisation portugaise. Donc, tu sais très tôt que tu peux être considéré comme rien. Tu peux être considéré comme un bien meuble qu'on utilise pour les travaux, pour... voilà, ton destin ne t'appartient pas forcément. Mais en tant qu'enfant, tu es protégé parce que les adultes qui sont là font en sorte que... Je ne sais pas si tu as vu le film La vie est belle, où je trouve que c'est l'un de mes films préférés, où c'est un père juif qui est dans un camp de concentration. Il est avec son petit garçon et il fait croire à son petit garçon que c'est un jeu pour que ce soit moins douloureux, pour que ce soit moins lourd à porter. Et je pense que nos parents nous protègent du mieux qu'ils peuvent des affres de la vie, de l'adversité. Et donc, en tant qu'enfant, j'ai grandi avec plein d'autres enfants, avec des gens bienveillants autour de moi. Donc, cette joie et cette tristesse de ne pas te sentir complètement libre de ton destin. Les Capverdiens partaient très, très, très souvent, soit parce que la colonisation portugaise a fait ce que toutes les colonisations ont fait, soit parce que le Cap-Vert est l'un des pays au monde qui a subi le plus de famine du fait du manque de pluie, d'eau saine. Tu vois, on parle aujourd'hui de l'impact désastreux du réchauffement climatique. Le Cap-Vert le connaît depuis des années, des décennies. Et par conséquent, on est habitué à l'adversité dans ce pays. Et c'est pour ça que les gens partent. Tu vois, souvent, je trouve qu'on est très, très, très dur avec l'immigration. Tu vois, toute la xénophobie, tout le racisme qui s'est déversé dans notre pays pendant la période des élections législatives, où la parole raciste et xénophobe s'est libérée, où on parle des immigrés comme s'ils n'existaient pas, en fait, comme si ce n'étaient pas des êtres humains. Et je ne cesse de répéter qu'il y a des gens qui sont obligés de partir parce que c'est une question de survie, parce que la guerre, parce que la misère, parce que la pauvreté, parce que les conséquences du réchauffement climatique. Et aucun être humain ne peut rester dans un endroit où il sait qu'il va mourir s'il sait que pour lui et sa famille, il y a d'autres possibles. Et c'est pour ça que parfois, ils risquent leur vie pour partir. Moi, je suis née dans un contexte comme celui-là. Et on est parti du Cap-Vert, j'avais 7 ans. On s'était accommodé de notre pauvreté et tout ça. On est parti parce que ma petite sœur a failli mourir dans un accident domestique. Elle a été grièvement brûlée. Et à l'époque, il n'y avait pas les infrastructures pour la soigner. Et donc, on nous a envoyés au Portugal. Et du Portugal, on nous a envoyés en France. Et je dis vraiment envoyer parce que dans ce cas-là, tu es comme un paquet, on te prend, on te déplace là et là encore, tu as presque le sentiment que ton destin t'échappe. Donc moi, j'ai grandi avec ce sentiment que la vie est un défi permanent, qu'il faut se battre pour la mériter, qu'on ne peut pas s'en sortir tout seul, qu'on a toujours besoin des autres pour y arriver. Et je pense que
être née dans un contexte comme celui-là, ça m'a donné d'abord une grande humanité, parce que je souffre de voir les autres souffrir, parce que je sais ce que c'est que la souffrance. Et aussi une résistance à toute épreuve, parce que je me dis que tant que tu n'es pas mort, tu peux changer les choses. Tant que tu respires, tant que tu peux poser un pied à terre, tant que tu as des gens autour de toi, tant que tu as n'importe quoi entre tes mains, tu peux le transformer. Et je crois que j'ai grandi avec cette idée que rien n'est définitivement écrit et que tu peux changer le cours de ta vie. Et tu as grandi avec cette idée, tu as toujours été comme ça au fond de toi, ou tes parents t'ont vachement inculqué cette mentalité? Alors, moi, j'ai grandi un peu plus vite que la moyenne, parce que comme j'étais l'aînée de ma famille et que mes parents sont illettrés, et que, tu vois, autant en Afrique, il y a encore pas mal de gens qui sont illettrés, donc c'est dans la norme, entre guillemets. Mais quand tu arrives dans un pays où tout le monde est lettré et où tu peux pas circuler si tu sais pas lire les panneaux, ou si tu sais pas remplir un document administratif, tu es complètement largué. Donc moi, j'ai été ce qu'on appelle aujourd'hui un enfant aidant, c'est-à-dire que très très petite, dès l'âge de 10 ans, je savais remplir les documents administratifs, je savais aller discuter dans l'administration française, j'accompagnais mes parents dans toutes les démarches. Et donc, j'ai grandi très, très vite. En fait, je suis devenue adulte très, très vite. Une partie de mon enfance est restée au Cap-Vert. Et à partir du moment où on est arrivé en Europe, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus de place pour moi pour jouer à l'enfant ou pour être tout simplement un enfant, et que mes parents avaient besoin d'aide et que je devais être cette béquille dont ils avaient besoin pour avancer. Donc mes parents sont des gens à la fois très simples mais très travailleurs, avec beaucoup de valeurs qu'ils m'ont transmis, comme le courage, comme le respect, comme le travail. Mes parents me disaient, quand tu travailles, tu peux obtenir les choses. Et c'est ce qui te donne ta dignité. C'est ce qui évitera que tu aies à mendier, à tendre la main, à dépendre des autres. Donc, étudie, travaille, et ça se passera bien. Alors, j'ai étudié, j'ai travaillé, et ça s'est pas trop mal passé. et comment tu as justement décidé de faire des études? Parce que tu aurais pu aussi te dire, comme je suis un enfant aidant, je pourrais aussi... essayer de ramener de l'argent plus rapidement possible. J'ai fait les deux. Ah, j'ai rapidement compris, j'ai cette citation de Nelson Mandela qui dit que l'éducation est l'arme la plus puissante du monde pour changer, l'arme la plus puissante qui soit pour changer le monde. Et j'étais tellement consciente des difficultés que mes parents rencontraient du fait qu'ils n'aient pas fait d'études, que j'ai vite compris que moi, il fallait que j'en fasse et que j'en fasse le plus possible. Mais comme on n'avait pas beaucoup de moyens, donc à un moment donné, je crois au niveau du lycée, je travaillais et j'étudiais en même temps. Et c'est là aussi que je me suis rendu compte qu'on était capable de faire plusieurs choses à la fois. Parce que certaines personnes se disent, bon, je vais d'abord faire ça, ensuite je ferai ça. En fait, non, en fait, tout est une question d'organisation. D'abord, tout est une question de volonté, parce que tout part de ta volonté. Il y a une expression anglaise qui dit « When there is a will, there is a way ». Si tu as un objectif clair dans ta tête et que cet objectif te tient vraiment à cœur, tu trouves le chemin. Je ne dis pas que c'est facile, je dis que tu trouves le chemin. Tu n'as qu'à voir, si tu décides demain que tu veux acheter une Fiat bleue, décapotable, partout où tu iras, tu verras une Fiat bleue décapotable. Parce que le cerveau est ainsi fait qu'il a besoin d'identifier un objectif. Et quand il identifie cet objectif, il te permet de... Mais de la même manière que si tu dis « je ne peux pas le faire, je ne peux pas acheter une Fiat bleue », tu ne pourras jamais, parce que tu ne te mets pas en condition. Donc, en fait, moi, j'ai beaucoup appris l'importance de la discipline dans tout ce que tu fais. Tu vois ? Parce que tout est question de rigueur et de décision. Je ne dis pas que c'est suffisant, mais je dis que c'est le point de départ de tout. Je te donne un exemple des plus bêtes tu meurs. Si tu te dis, pour avoir une hygiène dentaire correcte, tous les matins, il faut que je me brosse les dents. Et tu te le mets comme un rituel. Tous les matins, tu te brosses les dents. Si tu ne le fais pas 3 jours par semaine parce que tu es fatigué, parce que tu n'as plus de dentifrice, parce que tu n'as plus envie, tu verras que ton hygiène dentaire, tu ne l'auras pas. Si tu dis, je veux faire du sport pour me muscler ou perdre du poids,
et que au début, tu te dis, je vais le faire une semaine, après, tu le fais tous les 15 jours, après, tu le fais toutes les 3 semaines, tu sais bien que tu n'auras pas le même effet. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, tout part de toi. Et quand tu sais ce que tu veux, quand tu t'entoures des bonnes personnes, quand tu as la discipline, la rigueur et le travail nécessaires, ça peut prendre du temps, mais tu arrives à atteindre ton objectif. Pas toujours par le chemin que tu as envisagé, mais tu arrives à atteindre ton objectif. Et c'est quelqu'un qui est parti du fond de la mine, même à plus fond de la mine, tu ne connais pas, avec des boulets dans ton sac à dos que tu ne peux pas imaginer. Et moi, ce que j'aime à dire, c'est quand je raconte mon histoire, ce n'est pas pour crâner, ce n'est pas pour dire « regardez ce que j'ai fait », c'est juste pour dire aux gens comme moi, qui ne sont pas nés avec une cuillère en argent dans la bouche, qui sont les gens dont on n'attend rien, parce que ce sont des gens de rien. J'ai déjà entendu cette expression. Personne n'est rien. Personne n'est rien. Si tu viens sur cette terre, quelles que soient les conditions dans lesquelles tu viens, tu peux faire quelque chose avec ta vie. Et quand je raconte mon histoire, c'est pour dire, tu peux avoir un démarrage compliqué. La ligne de départ peut être plus éloignée. Ton sac à dos peut être plus lourd. Pour autant, je connais des tortues qui vont plus vite que des lièvres, pas parce qu'elles courent plus vite, mais parce qu'elles trouvent le chemin. Et tu savais que tu ferais tout ça Oh quand tu étais plus jeune? Oh non. Pas forcément dans non. les... Non, moi j'avais aucune ambition. Ok. J'ai jamais... En fait, c'est drôle parce que j'ai commencé à avoir de l'ambition quand j'ai commencé à réussir. Okay. Parce qu'avant, on m'avait dit, fais le mieux que tu peux. Parce que personne n'attendait rien de moi. Tu comprends? Une enfant issue d'un milieu défavorisé, immigrée, dont les parents ne savent ni lire ni écrire, t'as pas de bibliothèque, tu vas pas au musée, tu vas pas au cinéma, t'as pas des discussions sur le dernier livre qui est sorti. Et moi, j'ai pas grandi dans un environnement comme celui-là. Et donc, je fais partie de ces enfants dont on n'attendait rien. Et ce qui est génial quand on n'attend rien de toi, c'est que tu peux tout tenter. Tu vois? Il y a des enfants qui grandissent avec beaucoup de poids sur leurs épaules. On leur dit, tu seras médecin. Quand on te dit tout petit, tu seras médecin, ça te met quand même une sacrée pression. Surtout si toi, tu n'as pas envie d'être médecin. Mais ça te met une certaine pression. Finalement, quand on ne te met aucune pression parce qu'on estime que ta seule ambition, c'est de survivre, bah, tu fais du mieux que tu peux. Et en faisant le mieux que tu peux, il y a des choses que tu arrives à faire. Et plus tu fais des choses, plus tu pousses les barrières et tu te rends compte que ce qu'on t'avait dit que tu ne pouvais pas faire, finalement, tu y arrives. Donc, si tu as atteint les premiers 10 km, tu te dis, bah, je vais essayer 15 km. Et si tu fais 15 km, tu te dis, mais et si j'essayais 20, 50, 100, 1000? Et tu te rends compte que finalement, les obstacles les plus importants, c'est ceux que tu as chez toi. Ce sont ceux qui t'empêchent de te mettre sur la ligne d'arrivée parce qu'on t'a dit que tu n'avais même pas le droit de courir. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que tu te mets des limites? Non. Je m'en mets aucune. Je ne me mets plus de limites parce que j'ai fait trop de choses que je me pensais incapable de faire pour me mettre des limites. Après, je suis réaliste. Hein. Moi, j'aurais adoré être médecin. Je sais que je ne deviendrai pas médecin. J'adorerais aller dans l'espace. Il y a peu de probabilités pour que j'aille dans l'espace. Mais je ne me mets pas de limites qui ne soient pas réalistes. Tu sais, j'aime beaucoup cette règle des 10 000 heures qui dit que... Tu la connais? Ouais. Explique-la peut-être. Pour ceux qui ne la connaissent pas, en fait. Et je crois que c'est vrai. C'est que si tu as un sujet qui t'intéresse, quel que soit le sujet, et que pendant 5 ans, tous les jours que Dieu fait, tu passes 15 minutes à travailler ce sujet. Mais à le travailler sérieusement, pas de manière olé olé. Non, pendant 15 minutes de ta journée, tu te concentres pour apprendre quelque chose sur cette thématique qui te passionne, qui te plaît, qui t'intéresse. Au bout de 5 ans, tu deviens un expert sur ce sujet et tu fais partie de 20% des gens de la planète qui maîtrisent le mieux ce sujet. Quand tu y penses, 5 ans dans une vie, c'est quoi? Quand tu vois le temps qu'on passe aujourd'hui
à scroller sur TikTok, Instagram, LinkedIn, Twitter. Et tout ce temps perdu, parfois tu te dis je vais passer 2 minutes dessus et 1 heure après, tu y es encore. Imagine si tu passes 1 heure par jour sur une thématique qui te plaît, qui te passionne, qui t'intéresse. Au bout de 5 ans, tu deviens l'un des meilleurs experts du monde. Oh, ça en vaut la peine, hein? Non ? Ouais, carrément, ouais. Non, mais à chaque fois, je me dis ça. Je me dis, par exemple, il y a des gens qui sont très, très bons en musique. Et je me dis, au final, c'est juste entre guillemets, parce que ils ont fait du conservatoire et qu'en fait, depuis qu'ils sont petits, ils font ça, je sais pas, chaque semaine, ils en font, et donc ils ont un niveau excellent. Et donc, au final, si on faisait ça dans n'importe quel domaine, mais bien sûr. on pourrait être Alors, très bon. tu as des gens qui ont un talent Oui, bien sûr. plus que d'autres. Mozart, il avait un talent. Hein. Mais le talent, ça se travaille. Et c'est parce que tu travailles ton talent que tu as de la chance et que tu as certaines opportunités que d'autres n'ont pas. En fait, c'est pour ça que quand on me dit « mais non, mais lui, il est nul », personne n'est nul. C'est Einstein qui disait « tout le monde a du génie ». Mais demande à un poisson de voler et on le prendra pour un idiot. En fait, chacun a du génie sur un sujet. Trouve ton sujet de génie, travaille-le et tu n'auras plus jamais l'impression de travailler parce que tu seras sur ton chemin et sur ce qui te correspond le mieux. En fait, c'est ça. Avoir le courage de vivre sa vie, c'est ce qu'il y a de plus difficile et c'est en même temps ce qu'il y a de plus beau. Parce que ta vie est unique, elle est singulière. Même si tu as 4 frangins, que vous avez le même père, même mère, vous grandissez dans les mêmes conditions, qu'est-ce qui fait que 1 sur 4 va faire des miracles et les autres vont dire « ouais, mais moi, je n'ai pas de chance, je ne suis pas né au bon endroit, je n'ai pas eu les bonnes études, mes parents étaient... » Mais non, beaucoup de choses viennent de nous. Mais il faut accepter la responsabilité de prendre notre vie en main. Ce n'est pas toujours facile. Et je peux te dire, Mamad, que ma vie n'a pas été facile. Mais à chaque fois, je me suis dit, bon, ok, j'ai cette nouvelle M qui me tombe dessus. Comment je fais ? Soit je garde la tête sous l'oreiller et j'attends que la tempête passe, soit je regarde comment je peux transformer quelque chose, ça, en quelque chose d'utile. J'y arrive pas tout le temps. Mais quand ça marche, c'est génial. Et du coup, si on continue sur... tu as fait des études de droit. Si on revient sur ton parcours, après les études de droit, tu as fait quoi ? Comment ça s'est passé ? J'ai fait des études de droit d'abord pour t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, je voyais, donc, dans mon milieu, dans mon quartier, etc., je voyais beaucoup de gens qui ne connaissaient pas leurs droits et qui galéraient, en fait. Et qui ne savaient pas qu'ils avaient droit à telle aide sociale, qui ne savaient pas que quand ils se faisaient arnaquer, que ça, c'était pas possible, etc. Et donc, je me suis dit, je vais faire du droit, je vais devenir avocate et je vais aider les gens qui n'arrivent pas à se défendre toutes seules. Donc, c'est vraiment l'idée de la veuve et l'orphelin, quoi. Puis finalement, je suis devenue juge. Puis finalement, je suis allée dans le monde des affaires et j'ai adoré ça. Et pourquoi juge, du coup ? Parce que, en fait, quand j'ai fait mon stage, donc j'ai fait... ma maîtrise en droit et au bout de ma maîtrise, j'ai fait un stage dans un cabinet d'avocats et j'ai réalisé que je m'étais trompée. Et ça, c'est important aussi d'accepter que tu t'es trompée. T'imagines, je vais jusqu'en maîtrise, donc 4 ans, et puis je fais mon stage et je me rends compte que c'était pas ça que je voulais faire. Pourquoi je me rends compte de ça ? Parce qu'en fait, quand tu es avocat, tu défends tout le monde, ceux qui ont raison, mais aussi ceux qui ont tort. Et j'avais du mal quand je savais que quelqu'un avait arnaqué, avait triché, avait parfois des choses bien plus graves que ça, tué. Voilà. Je me disais, mais je ne vais pas arriver à défendre quelqu'un qui a tué, quelles que soient les raisons. Parce qu'une vie humaine, c'est précieux, c'est sacré. Donc, je me suis dit, mais en fait, je me suis plantée. Et c'était catastrophique pour moi. Parce que j'avais fait 4 ans d'études pour ça et je me rendais au bout... Et je réalise à ce moment-là que c'est juge que j'aurais dû faire, parce que le juge est là pour dire le droit, dire la justice. À ce moment-là, je ne pouvais pas reprendre mes études et j'aurais pu te raconter ça comme échec. Tu sais, quand tu as un rêve et que tu travailles pendant des années pour ce rêve et que au moment de le réaliser, tu te rends compte que tu t'es trompé. Ouais, en fait, ça doit tout remettre en question. Ça remet tout en question. Et moi, à ce moment-là, je ne pouvais pas reprendre mes études. Et donc, je venais de me marier et mon mari me dit, mais pourquoi on ne créerait pas une entreprise ? Je dis, mais créer une entreprise ?
Moi, je ne sais même pas comment on va. Il me dit, mais... Et surtout, c'était pas la mode à l'époque. Mais c'était pas du tout à la mode, c'était il y a 30 ans. Ouais. Je dis, mais n'importe quoi, comment moi je... Il me dit, mais si, toi, tu as fait du droit, tu connais la gestion, tu sais comment voilà, gérer les choses. Moi, j'ai l'aspect technique. Si on combine nos deux compétences, on peut créer une boîte. Et donc, on crée une boîte. Tiens-toi bien dans le domaine du bâtiment. T'imagines, j'avais 20 ans. 20 ans. Elle faisait une quoi, la femme boîte noire, isolation thermique. Ok, déjà. Déjà. Ok. Rien de ce que j'avais prévu. Mais là où il avait raison, c'est que j'étais une bonne gestionnaire. J'adorais gérer, diriger, recruter, former, négocier les contrats. Donc moi, je m'occupais de toute la partie administrative, commerciale, marketing, compta, finance. Ça a été une expérience de dingo parce que quand tu crées ta boîte et que tu pars de rien, tu apprends tous les métiers de la boîte. Tu dois tout savoir faire parce que tu n'as pas les pléthores de ressources que tu peux trouver dans les grands groupes. Et c'est là que j'ai appris à travailler. C'est là que j'ai appris l'importance de bien choisir les gens avec lesquels tu travailles parce qu'ils représentent ta boîte. C'est là que j'ai appris l'importance des clients. Si tu n'as pas de clients, tu n'as pas de boîte. Tu vois ? C'est là que j'ai appris la notion de responsabilité, de confiance. Tu vois, quand un client te fait confiance parce que lui, il dépend de ce que toi, tu vas faire, ça te donne un sens des responsabilités incroyable. Et c'est aussi là que j'ai appris, mais tu vois, j'étais très en avance sur le sujet, c'est ta responsabilité sociale et environnementale en tant qu'entreprise. Parce que si tu ne payes pas le salaire, les gens ne peuvent pas mettre leurs enfants dans les bonnes écoles, ils ne peuvent pas partir en vacances, ils ne peuvent pas se nourrir. Donc en fait, c'est un cercle vertueux. Toi, tu as l'idée de l'entreprise, mais il faut recruter les bonnes personnes pour que la vision que tu as de l'entreprise puisse se réaliser. Il faut que tu trouves des clients qui te font confiance et il faut que tu aies un écosystème de partenaires pour réussir. Franchement, tu vois, là aussi, c'est comment un échec devient un élément de réussite. Si j'avais pas fait ces études pour devenir avocate et si j'avais pas eu le courage de me dire « Ok, je fous en l'air 4 ans d'études » et si j'avais pas eu le courage de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'aurais pas appris ça et j'aurais pas pu faire tout ça. Donc en fait, jamais un échec est un véritable échec. Mandela disait je n'échoue jamais, soit j'apprends, soit je gagne. C'est super. Si tu apprends de tes échecs et que tu rebondis dessus pour en faire quelque chose, c'est finalement plus un échec. Tu vois ? Et donc, je bascule du monde des avocats au monde de l'entreprise et je remercie l'univers de m'avoir donné cette expérience parce que ça m'a montré à la fois mes forces et mes limites, ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, ce que je voulais faire. Et j'ai vite découvert que j'adorais le management. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans les grands groupes technologiques. Ok. T'es passé chez France Télécom, chez Dell, chez Lenovo. Après, t'es parti chez HP en Afrique. Et les différentes fonctions que t'as occupées, c'était lesquelles sur chacune des boîtes ? J'ai commencé en tant que manager chez France Télécom. Je dirigeais les PME, PMI de la région sud de Paris. J'avais une fascination pour les technologies. En fait, je me rendais compte de toute la place qu'elles allaient prendre dans nos vies. Et à l'époque, j'ai l'impression que c'était à l'âge de Cro-Magnon, mais tu vois, c'était il y a à peine 30 ans. Tu vois, pour téléphoner, quand le téléphone mobile est sorti, il fallait qu'on s'arrête à des bornes pour pouvoir avoir du réseau filaire et pouvoir téléphoner. C'était ça, la téléphonie mobile. Ah oui, je n'ai pas connu ça. Ça va, me vieillit pas trop non plus. Mais c'était vraiment ça. Donc, c'était le début d'Internet, tu vois, avec Itinéris, avec c'est une période... Moi, j'ai eu la chance de vivre le début des nouvelles technologies. J'ai vu combien ça permettait d'accélérer l'accès à l'information, le partage d'informations, de connaissances, de communication. Tu vois, ma famille qui était au Cap-Vert, parfois t'envoyais un courrier de France au Cap-Vert, ça mettait 3 mois quand le courrier arrivait. Et là, avec Internet, ça changeait tout. Donc, moi, je me suis dit, mais je veux travailler dans ce secteur-là. Et j'y ai travaillé pendant 20 ans. Parce qu'effectivement,
le numérique, c'est la 4e révolution industrielle. Et c'est pour ça aujourd'hui que je préside la Fondation Femmes Int Numérique, parce qu'il n'y a que 30% des femmes qui travaillent dans le secteur du numérique. À peine, bon, on va peut-être y revenir, mais si on ne comprend pas que le numérique peut être un super outil d'inclusion, eh ben c'est ce que c'est aujourd'hui, c'est un outil d'exclusion. C'est-à-dire que aujourd'hui, ne pas avoir accès au numérique, c'est comme ne pas savoir lire il y a 20 ans. Tu vois ? Donc, c'est extrêmement important que tout le monde, où qu'on soit, que ce soit dans les zones rurales, sur les territoires ultramarins, que ce soit dans les quartiers populaires, que ce soit dans les grandes zones urbaines, il faut que tout le monde ait accès à ces outils et non seulement ait accès, mais sache combien c'est en train de transformer notre monde, le monde du travail, le monde de l'éducation, le monde du loisir, le monde de l'information ou de la désinformation. C'est extrêmement important qu'on se rende compte que c'est un outil super puissant positivement et négativement. J'ai vu qu'à chaque fois, tu étais arrivé à des positions de top management. Tu étais président de Lenovo France, ouais. Vice-président de HP Africa. Ouais. Qu'est-ce qui explique, selon toi, que tu aies réussi à atteindre ce type de responsabilité par rapport à d'autres ? Plusieurs choses. D'abord, le travail. J'ai beaucoup travaillé. J'ai beaucoup travaillé. Je trouve qu'on vit à une époque où on fait croire aux jeunes qu'il y a des choses qui tombent du ciel. Et tu sors une bonne punchline. Allô, t'as plus de shampoing et tu deviens une star. Ouais. La vie, c'est pas ça. Ça arrive une fois peut-être tous les je ne sais combien. Mais il n'y a pas de victoire facile. Il n'y a pas de succès facile. Plus tu étudies, plus tu travailles, mieux tu t'entoures, plus tu réussis. La chance se travaille. Des fois, la chance te tombe dessus. Mais la plupart du temps, ta chance, tu peux la provoquer par le travail, par les rencontres. Et moi, j'ai toujours beaucoup travaillé. Je ne dis pas qu'il faut que tout le monde passe sa vie à travailler. Je dis juste qu'il faut que tu choisisses ce qui t'intéresse et que tu mettes du temps, de l'énergie, de l'intelligence autour pour que ça fonctionne. Et donc, moi, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup étudié. Pendant que mes potes allaient au cinéma, allaient danser, etc., je travaillais. J'ai repris mes études à 30 et quelques années parce que je sentais que ça me manquait. Si tu veux, moi, j'avais fait des études de droit et je me retrouvais dans des grands groupes internationaux. Je parlais pas bien anglais alors qu'on travaillait que en anglais. J'ai repris mes études. À un moment donné, je montais et j'ai rencontré le plafond de verre. Je dis à mon patron, je suis prête à évoluer. Il me dit, attends, déjà, estime-toi heureuse d'être arrivée là où tu es arrivée avec ta maîtrise en droit. Il y a des gens qui ont... je dis, mais qu'est-ce qui me manque ? Et il me dit, t'as pas fait les grandes écoles. J'ai dit qu'à cela ne tienne. À 33 ans, alors que j'étais mère de famille, je reprends mes études. Et pendant presque 2 ans, je passe mes week-ends à bosser. Alors, il y en a qui te diraient, mais c'est dingo, moi, j'ai pas envie de sacrifier mes loisirs, mon plaisir. Voilà. Et je respecte ça. Mais il faut savoir ce que tu veux aussi. Parce que c'est pas des sacrifices de toute ta vie, c'est des périodes données. Et puis, si tu réussis ça, du loisir, t'en as pléthore. En fait, c'est des choix à des moments donnés. Et moi, je voulais me donner les moyens de réussir pour que mes enfants réussissent. Donc, c'est toujours... En fait, c'est pas une question d'ambition pour de l'ambition. C'est de l'ambition pour faire quoi ? Pourquoi tu veux atteindre tel niveau ? Au début, c'était une ambition pour gagner de l'argent et sortir ma famille de la misère. Après, c'était de l'ambition en me disant, tiens, j'ai des méthodes de management qui sont efficaces avec une équipe de 10, je vais l'essayer sur une équipe de 50, ensuite je vais l'essayer sur une équipe de 100, et je voyais que ça marchait, et donc j'avais envie toujours de grandir, et puis de pousser les murs et les limites. Et c'est comme ça, le travail, la formation, le mentorat, quand je ne sais pas, moi, je n'ai pas honte de dire que je ne sais pas, quel que soit le niveau. Si je ne sais pas, je ne vais pas prétendre que je sais. Parce que si tu prétends que tu sais, personne ne t'aide. Si tu dis, écoute, ça je sais, mais ça je ne sais pas, est-ce que tu peux m'expliquer ? Les gens t'expliquent. Donc moi, quand je ne sais pas, je ne sais pas. Et comme je suis allée dans des domaines très différents, je n'ai jamais eu peur de dire, je ne sais pas. Et puis après, quand tu aides, on t'aide. Tu vois, la plupart des gens connaissent ma carrière professionnelle, mais peu de gens savent que moi, je me suis engagée dans le monde associatif depuis que j'ai 17 ans. Tu faisais quoi ? Les questions d'égalité entre les femmes et les hommes, les questions de diversité, les questions d'égalité des chances.
je suis viscéralement, je trouve ça tellement injuste qu'il y ait des gens qui aient accès à tout et des gens qui n'aient accès à rien. Alors, je me suis dit, puisque j'ai trouvé comment certaines choses pouvaient marcher, je vais essayer d'autres, comme moi, j'aurais voulu qu'on m'aide au moment où j'en avais besoin. Cet engagement associatif, il m'a aussi appris des choses que tu n'apprends pas dans le monde de l'entreprise. Parce que va manager des gens dans le monde associatif qui sont tous bénévoles et qui font ça en plus de leur vie personnelle, professionnelle. C'est pas du tout la même chose que de manager des gens que tu payes et qui dépendent de toi et qui se disent, même s'ils n'ont pas envie de faire, ils vont faire quand même. Donc c'est vraiment, tu apprends d'autres manières de faire et tu rencontres d'autres personnes. Et en fait, la vie, c'est ça. Je crois que la vie est faite de rencontres. Ce qui te permet de grandir, ce sont les rencontres que tu fais, ce sont les opportunités dont on va te parler, que tu vas trouver ni dans les journaux, tu vois, c'est les messages que tu vas capter parce que tu rencontres la bonne personne au bon moment, au bon endroit. Et ça, ça tombe pas du ciel. C'est pas en restant dans ton canapé que quelqu'un va frapper à ta porte et te dire « Tiens, Mamad, j'ai l'opportunité du siècle pour toi. » Tu vois, il faut aller la chercher. Mais je veux pas non plus donner l'impression que la vie, c'est que du travail. Parce que moi, j'aime le plaisir aussi. J'aime m'amuser, j'aime faire la fête, j'aime vivre. Mais j'essaye de mettre de l'utile dans ce que je fais. Parce que du coup, quand on t'écoute, on a l'impression que tu travailles beaucoup. Et ouais, forcément, pour faire tout ça, il faut énormément travailler. Et c'est à quel moment tu te donnes ces moments de plaisir? Enfin, comment tu fais pour choisir à quel moment se faire une pause, se donner des moments de plaisir? D'abord, j'ai un corps qui me parle beaucoup. Et j'apprends à écouter mon corps. Quand je suis fatiguée. Et j'arrête. Ok, donc ça c'est instinctif. C'est pas... j'ai un corps qui me parle beaucoup. Okay. J'ai beaucoup d'énergie. J'ai de la chance d'avoir une énergie très, très positive. Mais quand tu peux plus en fait. Il faut entendre ça. Il faut accepter qu'on n'est pas des Superman et des Superwoman. On a tous nos limites et il faut savoir. Je suis quelqu'un de très spirituel, pas religieuse, spirituelle. Je suis connectée avec plein de choses. J'adore m'asseoir dans l'herbe et attendre que tu vois, ça me ressource, ça me donne de l'énergie d'être dans la nature, de me poser. J'adore danser, j'adore chanter à tue-tête. En fait, chacun a sa manière de se ressourcer. Et quand tu trouves cette manière de te ressourcer, tu vois, si tu sais ce qui te donne de la joie, quand tu vas pas bien, tu vas faire ce truc qui te donne de la joie et tu retrouves de l'énergie. Tu vois ce que je veux dire ? Ça peut être la méditation, ça peut être du yoga, ça peut être du sport, ça peut être de la danse, ça peut être juste être avec des potes, ça peut être avec ta famille. Moi, ma famille, c'est mon pilier, c'est mon repère, c'est ma famille, le petit noyau et le grand noyau. C'est là que je retrouve de la force, de l'énergie, du plaisir. Mes amis sont super importants pour moi. Tu vois, la vie, la vie, elle t'offre... En fait, c'est comme une... Je sais plus qui disait ça dans quel film. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Des fois, il y a des chocolats qui sont doux et des fois, il y a des chocolats qui sont amers. En fait, c'est à toi d'aller chercher les chocolats que tu aimes et d'essayer d'en tirer le meilleur que tu peux. Et après HP France, tu deviens ministre... HP Afrique. HP Afrique. Pardon. C'est Lenovo France. Et Lenovo France, je suis PDG de Lenovo France et HP vient me proposer de diriger le continent africain. Mon Dieu. Et après ça, tu deviens ministre chargé de l'égalité homme-femme. Comment ça s'est passé? Parce que du coup, tu as passé toute ta vie dans le secteur privé et tout à coup, tu te retrouves propulsé à une haute fonction dans le secteur public. Comment ça s'est fait? Tu vois, Mamad, tout à l'heure, tu me disais, mais est-ce que tu savais que tu allais avoir cette vie? D'abord, jamais j'aurais cru que je deviendrais PDG de Lenovo France. J'aurais jamais cru que je deviendrais présidente de HP Afrique, présidente d'un grand groupe international. Je crois que j'étais la première femme africaine à diriger HP Afrique, 54 pays. Je pensais que moi, je me disais, ça y est, je suis arrivée. Je pensais avoir atteint le top. Et puis un jour,
en pleine Covid, tu reçois un appel du Premier ministre qui te propose de rejoindre le gouvernement. Et tu sais, c'est un peu, j'ai fait comme les caméras cachées, j'ai dit, allez, arrête, c'est quoi cette blague? Ça s'est passé comme ça, juste un coup de fil. J'ai vraiment cru que c'était une plaisanterie. Donc, je dis à son directeur de cabinet, je lui dis, mais vous devez vous tromper, parce que moi, je m'appelle Elisabeth Moreno, je suis présidente d'HP Afrique, j'ai jamais fait de politique, j'ai pas l'intention de faire de la politique, donc je dois pas être la bonne personne. Et il me dit, si, madame, nous savons parfaitement qui vous êtes. Mais t'y crois pas, en fait. Bien sûr. Mais tu n'avais aucun lien avec le monde politique. Je n'avais aucun lien avec le monde politique. Je ne connaissais personne dans le monde politique. Alors, comme j'avais été présidente de PDG de Lenovo France, j'avais été invitée à l'Élysée, mais comme tout le monde, et puis t'es là, t'écoutes, et puis tu repars. J'ai rencontré le président de la République 2 fois. Une fois parce qu'il avait réuni des membres de la diaspora à l'Élysée à la faveur d'une visite officielle du président du Ghana, Nana Akufo. Et je l'ai rencontré une fois à La Réunion parce que j'étais dans ma région, j'avais l'Afrique et les territoires ultramarins. Et donc, j'avais été invitée là-bas pour une conférence sur le numérique. Et le président de la République était là-bas. Il a invité un certain nombre de chefs d'entreprise ou de dirigeants à un dîner le soir. J'étais même pas à sa table. J'étais dans une table au fond. Et donc, c'est les 2 fois de ma vie où je l'ai rencontré. Et donc, la deuxième fois, tu n'as pas eu d'échange avec lui, pas trop? Non, parce qu'en fait, j'étais à la table de l'un de ses conseillers, de Franck Paris, avec qui on a beaucoup discuté de mes engagements, parce que je suis quand même quelqu'un de très engagé. Et il avait été séduit par certaines idées, certains projets. Je lui disais, mais moi, si j'étais ministre, je ferais ça, ça, ça. Mais comme tu peux dire, si j'étais ministre, je ferais ça, ça, ça. Mais parce que j'ai beaucoup de convictions. Mais en fait, je crois, et je l'ai appris après, pendant la Covid, quand j'étais en Afrique du Sud, pendant le confinement, beaucoup de gens étaient désemparés. Le confinement avait été très, 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 très sévère. Donc, les gens ne pouvaient plus sortir. C'était extrêmement minuté. Et donc, tout le monde cherchait à acheter des ordinateurs, des imprimantes pour pouvoir rester connecté, soit pour le travail, soit pour être avec la famille, etc. Et je me souviens d'avoir travaillé avec l'ambassadeur d'Afrique du Sud à l'époque, qui s'appelle Aurélien Le Chevalier. Et on avait travaillé pour équiper les Français qui étaient basés là-bas, etc. Et il avait vu aussi mon engagement, le travail que je faisais aussi pour les Sud-Africains défavorisés, les femmes défavorisées, etc. Et il m'avait dit, mais c'est impressionnant. Mais je ne savais pas qu'il avait été l'un des conseillers du président de la République, parce qu'on n'en avait jamais parlé. Et donc, j'ai appris après qu'il avait parlé au président de ce que je faisais, de la manière dont je le faisais. Donc voilà, tu vois, un peu une sorte d'alignement des planètes qui m'amène dans un monde politique dont j'étais totalement étrangère. Tu vois, moi, j'ai pas fait Sciences Po, j'ai pas fait l'ENA, je savais même pas que ça existait dans mon petit quartier de la Cité Verte à Athis-Mons. Et donc, j'aurais jamais pensé qu'un jour on m'appellerait pour entrer au gouvernement. J'ai toujours dit qu'un jour, peut-être, je ferais de la politique au Cap-Vert, mais parce que le Cap-Vert, c'est petit, tu vois, et je me suis dit, un jour, j'emmènerai là-bas mes compétences pour aider ce pays à se développer, parce que c'est le pays de mes ancêtres, c'est là que mes parents sont nés, et donc je suis très attachée à la France, et je suis très attachée au Cap-Vert et au continent africain, parce que c'est une partie de mon histoire. Mais jamais j'aurais pensé que je pourrais devenir ministre dans la 7e puissance économique mondiale. Non, j'y aurais pas pensé. Et comment on prend la décision d'accepter? Parce que l'engagement, ça change tout. Ça change tout. En fait, tu quittes tout. Ouais. Parce que du jour au lendemain, parce qu'on ne te laisse pas beaucoup de temps pour prendre la décision. Combien de temps? 2 jours. Oui. Ah ouais, non, mais c'est un vrai changement. C'est court. Ouais, et moi, je me souviens, tu vois, la naïveté qu'on peut avoir. Je dis, mais... Enfin, n'oublie pas que je viens du monde privé, donc je lui dis non, je viendrai dans un mois. Il me dit mais non, on annonce le gouvernement lundi et il faut que vous soyez là. Je dis mais je peux pas être là lundi. D'abord, je suis en Afrique du Sud, on est confiné, il n'y a pas d'avion et j'ai des équipes moi ici, j'ai des gens qui comptent sur moi, j'ai des clients, je peux pas partir comme ça. Il me dit si. Il faut que vous partiez comme ça parce que l'intérêt de la nation est plus grand que tout ce que vous venez d'évoquer. Ah oui. Et en fait, j'ai pas beaucoup hésité parce que moi, j'aime ce pays. Tu vois, c'est ici que j'ai grandi,
que j'ai étudié, que j'ai fondé mon foyer, que j'ai travaillé, que je suis devenue ce que je suis aujourd'hui. Et, et mon engagement fait que quand ils m'ont dit que j'allais m'occuper de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, en fait, c'est toute ma vie. C'est ce pourquoi je me suis battue dans mes engagements associatifs depuis que je suis jeune adulte ou adolescente. Donc, imaginer que je peux porter ces sujets-là aux plus hautes responsabilités de l'État, pour moi, c'est évident que tu dis pas non. Quand ton pays te dit on a besoin de ton expérience, de ton expertise, tu dis pas non. Et je te cache pas que j'ai pensé à mes parents et je me suis dit c'est une telle manière de les remercier pour tous les sacrifices qu'ils ont faits pour nous donner une vie meilleure. Et je me disais mais c'est le plus beau cadeau que je pourrais leur faire. Et je crois que c'est probablement le plus beau cadeau que je leur ai fait. Une fois que tu arrives au gouvernement ou dans le monde politique de manière plus globale, qu'est-ce qui t'a le plus étonné? Il y a plein de choses qui m'ont étonnée. Alors, quelque chose, les principales. Il y a plein de choses qui m'ont étonnée. D'abord, en fait, moi, je croyais que j'étais engagée, mais j'ai découvert des gens, mais tellement, tellement, tellement engagés. Des gens qui font ça matin, midi et soir, qui ne vivent que de ça. Tu vois, je pense aux militants. Tu sais, les gens qui vont coller les affiches, qui vont faire du porte-à-porte, qui vont discuter avec les citoyens pour leur parler des problèmes. Oh, mais c'est incroyable. Tu as des gens qui passent leur week-end, leur soirée, leurs vacances à donner de leur temps pour un projet, une idée, une ambition. J'ai découvert ce que c'était vraiment que la notion de l'engagement. Ensuite, j'ai découvert ce que c'était que le pouvoir. Le pouvoir de changer la vie des gens. Tu vois, j'ai dirigé des grandes entreprises, des grands groupes dans un continent de 54 pays, dans un grand pays comme la France, mais j'ai jamais eu le destin des gens entre mes mains. Tu vois, je savais que en faisant voter une loi pour protéger les victimes des violences conjugales, quand tu dis je vais protéger des femmes et des enfants de la souffrance, des violences intrafamiliales, ça change tout. Tu vois, tu n'es pas dans le commerce à proposer un produit ou un service. Tu peux avoir un impact sur la vie des gens. Quand tu travailles sur les questions d'égalité des chances et que tu te dis que si tu fais ce qu'il faut, il y a des enfants qui vont pouvoir faire des études alors qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, que leurs parents n'ont pas beaucoup de moyens, et que s'ils font des études, ils amélioreront leurs conditions, mais ils amélioreront aussi les conditions de leur famille. Quand tu fais une loi et que tu te dis que grâce à cette loi, des femmes qui ont du potentiel, qui ont des compétences, qui ont du savoir-faire, vont pouvoir briser le plafond de verre auquel elles sont confrontées. C'est vachement important. Quand tu fais une loi, j'ai travaillé avec le défenseur des droits pour mettre en place une plateforme de lutte contre les discriminations. Il n'y a rien de pire que d'être victime d'une discrimination parce que tu as un handicap, parce que ton origine sociale est modeste, parce que ta religion, parce que ceci, cela, et tu es tout seul en fait. Tu ne sais pas vers qui te tourner pour obtenir justice de cette discrimination dont tu es victime. Quand je mets cette plateforme en place avec le défenseur des droits, je me dis que je me rends utile et que peut-être que grâce à ça, ça va changer la vie de certaines personnes. Quand je fais voter la loi pour lutter contre les thérapies de conversion, il y a des parents qui ne veulent tellement pas d'un enfant LGBT+, qu'ils sont prêts à leur faire subir des électrochocs en pensant que les enfants sont malades et que donc il faut les soigner, alors qu'en fait, il n'y a rien à soigner. Tu vois, quand tu es homosexuel comme tu peux être hétérosexuel, etc. Si je vote une loi pour protéger ces enfants de la violence de parents qui rejettent ce que leurs enfants sont, je me dis, peut-être qu'on peut sauver des vies comme ça. Et ça, si je n'avais pas fait de la politique, je pense que je n'aurais pas réalisé combien la politique peut être noble. Mais j'ai aussi découvert ce que disait Bernard Tapie. Quand il sort de politique, un journaliste lui dit « Mais vous avez fait tellement de choses, qu'est-ce que vous avez appris en politique que vous ne saviez pas avant ?»
Et il répond, je sais ce que c'est que d'être vraiment méchant. C'est fou, hein? J'ai découvert une violence en politique que j'aurais jamais imaginée. Jamais. C'est le monde le plus violent auquel j'ai été confrontée. Et pourtant, je ne suis pas tombée de la dernière pluie. Moi, je suis une femme qui a évolué que dans des milieux très masculins, très compétitifs, bourrés de testostérone, d'ego, de violence. Mais je n'ai jamais vu un endroit aussi violent que la politique. Et d'ailleurs, ce qui se passe ces derniers temps le prouve. Et je me souviens m'être posé la question de savoir comment des gens aussi violents peuvent prendre soin de ceux qui en ont le plus besoin. Parce que tu vois, ce que j'ai découvert quand je suis allée en politique, c'est que la politique, elle n'est pas faite pour les personnes qui vont bien. Elle n'est pas faite pour les personnes qui sont confortables financièrement, pour les personnes qui sont bien nées, pour les personnes qui ont accès au réseau, ou qui connaissent les codes, qui peuvent aller s'inscrire dans n'importe quelle école. Non, la politique, elle est faite pour les plus vulnérables. Elle est faite pour protéger les droits de ceux qui ne savent pas comment se défendre seuls. Elle est faite pour donner de l'égalité des droits ou construire une équité qui n'existe pas de fait. L'égalité, c'est un vœu pieux, c'est un idéal. Mais non, l'égalité n'existe pas. Tout comme on peine à rendre réelle la fraternité. Tout comme prétendre que tu es libre quand tu n'as pas accès aux mêmes moyens de réussite que les autres, c'est pas vrai. Mais la politique, elle est là pour rendre ça le plus vrai possible pour le plus grand nombre possible. Mais force est de constater que le résultat n'est pas là où il devrait être. Sinon, on n'aurait pas 12 millions de Français qui votent pour l'extrême droite. On n'aurait pas un front populaire qui est incapable de mettre de côté ses intérêts personnels dans un intérêt beaucoup plus grand que nous. En fait, la politique, ça ne devrait pas être un métier. Ça devrait être un engagement au service des autres que tu fais un certain nombre d'années, ensuite tu sors et tu laisses la place à d'autres. Parce qu'à un moment donné, la politique, c'est épuisant. Donc, prétendre que tu peux rester en politique pendant 50 ans et que, non, à un moment donné, tu n'es plus aussi efficace que tu devrais l'être. Et je pense que ça devrait être quelque chose de roulant et avec un objectif de résultat. Parce qu'aujourd'hui, l'objectif de résultat, il n'est pas là. Tu fais des promesses, si tu les réalises, super. Si tu ne les réalises pas, c'est la faute à pas de chance. Non, parce que la vie de 68 millions de Français en dépend. Et pourquoi, selon toi, des gens aussi méchants, du coup, font de la politique ? Le goût du pouvoir, le sentiment de contrôler, de décider, de savoir. Il ne faut pas oublier qu'on est des animaux sociaux. Et les êtres humains, je pense que les discriminations existent parce que les êtres humains, beaucoup, peut-être pas tous, mais beaucoup d'êtres humains ont besoin de dominer, d'avoir du pouvoir sur l'autre. Toujours besoin de croire que quelqu'un est moins bien que toi. Là, en l'occurrence, 51% de la population mondiale, composée de femmes, a moins accès à l'éducation, à la formation, aux opportunités professionnelles, subissent des violences sexistes et sexuelles. Donc, en fait, pourquoi ça existe ? Parce qu'il y a des dominants. Je pense que 90% des postes les plus stratégiques et des décisions les plus stratégiques aujourd'hui sont prises par des hommes. Et moi, je veux croire que s'il y avait un meilleur équilibre, notre monde se porterait mieux. Parce que cette élite, parce qu'il y a une belle élite française, parce que j'ai découvert ça aussi, il y a des gens qui sont extrêmement bien formés, extrêmement bien éduqués, mais qui sont complètement déconnectés de 80% de la population et qui ne comprennent pas, en fait, les souffrances d'une grande partie de notre population. Pourquoi je pense qu'il faut plus de femmes en politique ? Parce que même si tu es un homme bienveillant, tu n'es pas une femme. Il y a beaucoup de sujets qui concernent la vie des femmes que tu ne peux pas comprendre. Tu peux le théoriser,
Mais tu peux pas comprendre que quand tu es une mère célibataire et que tu as 3 enfants, c'est une galère sans nom d'avoir une carrière, de trouver une nounou, de courir pour aller les chercher à l'école, ensuite arriver au bureau pour pas qu'on te fasse des remarques désagréables. Il y a des choses que tu dois vivre en ton sein. Quand on te parle de discrimination, je me souviens, je m'en suis pris plein la gueule parce que j'ai dit laissez les filles jouer au foot si elles ont envie de jouer au foot avec un voile, parce que parfois c'est la seule manière pour elles de faire du sport. Et elles l'ont peut-être choisi. Pourquoi vous n'imaginez pas une seule seconde qu'elles puissent choisir de porter un voile et de jouer au foot? Donnez le choix aux femmes d'être ce qu'elles ont envie d'être. Pourquoi vous pensez... Il n'y a pas une seule loi dans le Code civil qui dise aux femmes, qui dise aux hommes ce qu'ils doivent faire de leur corps. Pas une. Par contre, regarde le nombre d'injonctions qui est faite aux femmes. Pourquoi ? Et tant que tu n'auras pas cet équilibre des pouvoirs, tant que les femmes ne pourront pas défendre leurs propres droits, tant que les personnes considérées comme des minorités seront dominées par ceux qui pensent savoir mieux que toi ce qui est bien pour toi, on n'y arrivera pas. Et aujourd'hui, je crois que certains politiques ont perdu de vue l'intérêt commun, le bien commun. Tu vois, on n'a jamais été aussi divisé et aussi fracturé. Et tu sais quoi ? Regarde les médias et regarde qui met de l'huile sur le feu. Ce n'est pas les citoyens. Ce sont les politiques qui surfent sur la peur, sur l'ignorance, sur l'égocentrisme et qui ne se rendent pas compte de tout le mal qu'ils font à tout un pays qui a pourtant un potentiel incroyable. J'ai fait le tour du monde, j'ai travaillé sur 4 continents. Ce pays a un potentiel de dingue. Mais c'est essentiel qu'on fasse de la politique autrement. Parce que là, on va dans le mur et on y va à grands pas et tous ensemble. Parce que si certaines personnes, tu vois, les gens qui pensent qu'en votant pour l'extrême droite, ils vont avoir des solutions positives, on n'a qu'à regarder ce que l'extrême droite a fait dans le monde. Il ne faut pas oublier l'histoire. Tu vois ? Donc, si on en est à un point où on croit que l'extrême droite peut avoir des solutions pour nous sortir de la situation catastrophique dans laquelle on est, ça veut dire qu'on est vraiment désespéré. Et ça, les politiques ont une responsabilité très importante de redonner de l'espoir, de recréer de l'unité, de redonner la chance à ceux qui partent de plus loin d'y arriver, de faire respecter les droits des femmes comme on fait respecter les droits des hommes. En fait, cette période, elle est extrêmement propice à reconstruire ce qui est cassé. Parce que de toutes les périodes de chaos, il y a des choses positives qui sortent. Mais à nous de décider ce qu'on veut faire de ce pays. Et quand je dis nous, ce n'est pas que les politiques. Parce que c'est nous, les citoyens, qui mettons les politiques là où ils sont. Et du coup, vu que tu as vu le monde politique, le monde privé, c'est quoi l'instrument le plus puissant pour faire changer les choses ? Le privé ou le public ? En fait, on a besoin des deux. Moi, je crois au cercle vertueux composé des politiques publiques, des associations et des entreprises. Entreprises, politiques publiques, associations. Pourquoi ? Parce que là où on vote les lois pour réajuster, pour dire le droit, pour faire en sorte que ce pays fonctionne normalement et prenne en considération l'intérêt suprême, l'intérêt général, c'est en politique que tu vas le faire. Parce que même si tu as l'entreprise la plus vertueuse du monde, à moins d'avoir une chance inouïe, tu serviras jamais 68 millions de Français. Donc l'espace qui doit prendre soin de l'intérêt général, c'est la politique. Là où tu rends possible ce qui est souhaitable, c'est dans la politique. Mais une fois que la politique a donné le ton, a fait voter les lois, si la société civile ne s'en empare pas, ça ne sert à rien. Tu vois, la première loi qui a dit à travail égal, salaire égal, elle a plus de 50 ans, cette loi. Et en 2024, il y a encore 15 à 20% d'écart salarial entre un homme et une femme pour le même job. C'est pas que la loi n'existe pas. C'est juste qu'elle n'est pas respectée. Et pour que cette loi elle soit respectée, il faut que les entreprises s'y mettent. Et je connais des chefs d'entreprise comme Nicolas Sellier, Geoffroy Magadir, je pense à Pascal Demurger de la Maïf, je pense à
au patron d'Engie, Catherine MacGregor, à Jean-Pierre Clamadieu, je pense à Sébastien Bazin. En fait, il y a de plus en plus de chefs d'entreprise qui ont conscience de leur responsabilité sociétale et qui se disent c'est pas suffisant que de faire de l'argent. Il faut aussi qu'on prenne soin de la planète dont on a hérité, parce qu'elle ne nous appartient pas, cette planète. On en hérite et on doit la laisser aux plus jeunes. Moi, j'ai un peu honte de l'état dans lequel on va transmettre cette planète. Mais là aussi, c'est une question de choix et de décision. Et c'est pour ça que la responsabilité des entreprises, aujourd'hui, pour moi, elle est colossale. Parce que l'entreprise a des moyens que ni l'État, ni les associations n'ont. Les associations, sans elles, les populations vulnérables, ce serait une catastrophe. Une catastrophe. Mais on a aussi besoin des entreprises parce qu'elles ont des moyens humains et financiers que ni l'État, ni les associations n'ont. Donc, je crois énormément à tous ces patrons jeunes et moins jeunes qui s'engagent notamment sur les questions sociales et environnementales. Et c'est pour ça que j'ai rejoint Ring Capital et qu'on est en train de construire Ring Africa. Et Ring Africa, qui est un fonds d'investissement à impact social et environnemental. Comme Ring, en fait, on duplique sur le continent africain ce que fait Ring Capital en Europe depuis plus de 7 ans maintenant. C'est un fonds qui a décidé de mettre 100% de ses actifs sur les entrepreneurs femmes et hommes qui créent des solutions pour répondre aux défis sociaux et environnementaux auxquels on est confronté. C'est magnifique. Tous les jours, je rencontre des femmes et des hommes qui veulent rendre le monde meilleur par le biais de l'entrepreneuriat. Tu vois, Théo Skubla, qu'on connaît tous les deux, qui crée Each One et qui dit « On a beaucoup de réfugiés qui sont en France, qui ne rêvent que d'une chose, c'est de vivre dignement grâce à leur travail. Mais si on ne les forme pas, si on ne leur permet pas d'apprendre la langue, de récupérer des métiers, des expertises qu'ils avaient parfois dans les pays où ils étaient et qu'on ne les place pas dans les entreprises qui ont besoin, on ne va pas y arriver. En fait, on va en faire des assistés, alors que ces gens-là ne sont pas venus pour être des assistés ou pour toucher les allocs ou pour voler le travail des Français. Ils viennent contribuer au développement économique de ce pays. Théo fait ça. Quand je vois Live Mentor, où il y a des gens qui ont Anaïs Preto, elle part du principe qu'il y a des gens qui ont des expertises dont d'autres ont besoin. C'est une évidence. Mais encore faut-il connecter ces gens-là. Ils ne sont pas toujours connectés. Donc, tu vois, tous ces sujets d'agriculture, d'alimentation durable, d'inclusion financière, de santé, d'éducation, qui sont aujourd'hui des enjeux colossaux pour le développement du continent africain. Si les entrepreneurs ne mettent pas la main à la pâte, on n'y arrivera pas. Aujourd'hui, il n'y a que 2% des investissements, des VC qui vont sur le continent africain. C'est drôle parce que 2%, c'est aussi le chiffre pour les femmes. Pour les femmes. Tu vois, donc toutes les minorités, en fait, c'est des gens qui ne comptent pas. Quand il nous reste un queue d'investissement qu'on ne sait pas où mettre, on va le mettre sur... Mais alors que les femmes entreprennent aussi bien que les hommes et qu'elles sont parfois plus performantes que les hommes. Sista fait des études tous les ans pour montrer les inégalités colossales qui existent dans les investissements pour l'entrepreneuriat des femmes. Et ce n'est pas parce qu'elles sont moins capables ou moins compétentes, c'est juste qu'on ne leur pose pas les mêmes questions que les questions qu'on pose aux hommes. Tu vois ? Donc, si on ne change pas ça, on reproche aux pays du Sud d'immigrer. Mais l'immigration, elle vient de quoi ? Elle vient du manque. Elle vient du réchauffement climatique. Le continent africain, c'est 4%. 4% de CO2 au niveau mondial. C'est le continent qui pollue le moins et c'est celui qui paye le plus lourd tribut. Et tu as des gens tellement déshumanisés qui vont dire c'est leur problème. Non, en fait. Il n'y a que 14 kilomètres qui séparent le continent africain et le continent européen. Ce n'est pas le problème du continent. Les guerres, la famine, les crises, l'exploitation des richesses du continent, alors que ça ne profite pas aux Africains eux-mêmes. Quand tu penses que la RDC est capable d'électrifier l'ensemble du continent et que les enfants font encore leur devoir à la lumière des bougies, on a quand même un problème. On dit que l'Afrique est le grenier du monde et il y a des exportations que tu comprends pas. Donc en fait, ces inégalités, ces injustices, à un moment donné, il faut quand même qu'on accepte le fait que
il n'est pas normal, il n'est simplement pas, mathématiquement pas normal que 1% de la population mondiale se partage plus de 80% des richesses de la planète. C'est pas possible. Ça ne fonctionne plus. Et c'est dangereux pour ceux qui possèdent, aussi dangereux pour ceux qui possèdent que ceux qui ne possèdent pas. Et tant qu'on ne rééquilibrera pas, on va collectivement et joyeusement aller dans le mur. Et surtout qu'au sujet de l'Afrique, il y a tellement de sujets, mais il y a par exemple les émissions historiques. Si on prend historiquement les émissions du continent africain, c'est très minime par rapport à d'autres, leur part Mamad, dans le réchauffement climatique. 4%. Oui, ouais. 4%. Les pays qui polluent le plus sur la planète, c'est les États-Unis et la Chine. États-Unis, Chine, Europe. Je crois qu'à eux trois, ils sont à plus de 80% de pollution. Et on dit aux pays africains, bon alors, là, on a un problème climatique, il va falloir que vous réduisiez votre développement parce que on se rend compte que le développement exponentiel, la manière dont on utilise les ressources de la planète, en fait, elle est limitée et donc il va falloir que vous fassiez... Mais de quoi on parle ? Donc, on va reprocher à ce continent de ne pas se développer et donc de forcer les gens à immigrer parce qu'ils n'ont pas d'autre espoir. Et il y en a qui risquent leur vie. Tu vois, ceux qui traversent la Méditerranée. La Méditerranée est devenue un cimetière de la jeunesse africaine parce qu'elle préfère tenter cette chance tellement elle n'a pas d'espoir là où elle se trouve. Mais imaginez que ça, c'est juste le problème du continent africain, c'est irresponsable. Et surtout, oui, tu as toute l'immigration climatique aussi qui... Le réchauffement climatique, quand je te disais tout à l'heure que l'impact du réchauffement climatique, les sécheresses, les inondations, là, c'est massivement dans les pays du Sud. Mais c'est une conséquence de la production exacerbée des pays du Nord. Esther Duflo dit que les pays développés ont une responsabilité vis-à-vis des pays en voie de développement parce qu'ils ont surexploité les ressources naturelles dont nous disposons. Et à cause de ça, il y a des êtres humains qui meurent aujourd'hui. Donc, à un moment donné, il faut que nous soyons cohérents dans la manière dont nous produisons et dont nous consommons. Maintenant, on arrive sur les questions de fin. Mais avant ça, il y a une partie quiz. Parce que le podcast, il est soutenu par l'ADEME, qui est l'agence de la transition écologique. Que je connais. Et, ils font un super boulot. Ils font un super boulot. Et c'est grâce à eux qu'on peut faire ce podcast. Ouais. Et donc, il y a 3 questions. Et en plus, tu as partiellement répondu à l'une d'entre elles déjà. Mais la première question, c'est si l'on prend le total des émissions cumulées de CO2 depuis 1750 dans le monde entier, quel est le pourcentage des émissions engendrées par le continent africain ? Alors, figure-toi que tu n'as pas exactement donné la bonne réponse. Ah oui ? Ouais. Réponse A, 1,3%. Réponse B, 2,9%. Réponse C, 4,8%. Ou réponse C, 9,7%. 4,8. Et non. C'est en dessous ? C'est 2,9%. Si tu prends... Attends, tu parles... dis-moi, qu'est-ce que tu prends comme élément ? Là, c'est le total des émissions cumulées de CO2 depuis 1750. Ah, pardon, j'ai oublié 1750. Depuis 1750. Fair enough. Merci de m'avoir appris ça. Et du coup, en comparaison, l'Asie, c'est Attends, 32... vous remontez jusqu'à 1700 ? Combien ? 1750. Waouh ! Mais ça me fait penser que, tu vois, ça fait plus de 50 ans que les experts de l'environnement nous disent arrêtez, on va dans le mur. Tu vois, ça vaut la peine de se poser la question de ce que c'est que cette capacité d'autodestruction dont l'humain est capable. On parle aujourd'hui d'anthropocène, c'est-à-dire que c'est la première fois de l'histoire que l'humain se dit « Oh là là, on est en train d'exploser cette planète » et les dirigeants ne prennent pas les décisions importantes qui s'imposent par rapport à ça. Ça vaut la peine de s'interroger sur ça aussi. C'est flippant, quoi. Et en comparaison, juste pour préciser, l'Asie, c'est 32,9%, l'Europe-Eurasie, c'est 31,7%, et l'Amérique du Nord, c'est 28,6%. Donc, tu vois, ça rejoint vraiment la conversation qu'on avait tout à l'heure. Question 2. Si je vous dis qu'en France, les plus pauvres, les plus âgés, les agriculteurs ou encore les habitants du littoral vont proportionnellement plus pâtir des impacts du climat qui changent que le reste de la population, est-ce que c'est vrai ou faux ? C'est vrai.
Parce que les populations les plus vulnérables sont celles qui souffrent le plus des dérèglements climatiques. Il y a plein d'exemples là-dessus. Il y a par exemple, dans un HLM, les logements sont mal isolés. Donc en fait, en cas de canicule, tu as les premières victimes. Et en 2005, les plus grosses victimes, c'était dans les banlieues. Tu as la qualité de l'air, la bétonisation. Il y a pas mal d'exemples qui le prouvent. J'ai 2 dernières questions pour toi, vu qu'on a largement dépassé le timing. Qu'est-ce que tu aimerais faire que tu n'as pas fait ? Rendre le monde meilleur. J'ai essayé, mais le résultat est pas top. Ça passerait par quoi ? Ça passerait par donner la possibilité à tous ceux qui ont envie de réussir vraiment, de réussir très fort et d'avoir un impact important dans la société. Je trouve qu'il n'y a rien de plus dangereux pour une société que de donner la possibilité à certaines personnes de réussir et d'enlever cette possibilité à d'autres personnes de réussir du fait de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur genre, de leur couleur de peau, de leur religion. Plus que toutes les crises politiques, géopolitiques, économiques, sociales auxquelles on est confronté, la crise que je crains le plus, c'est la crise de l'humanité. On est en train de se déshumaniser. Et ça, pour moi, c'est ce qu'il y a plus de dangereux, parce que quand il n'y a plus de solidarité, quand il n'y a plus de projets communs, c'est tout le monde qui est en danger. Et dernière question, c'est quoi pour toi avoir de l'impact ? Avoir de l'impact, c'est faire quelque chose qui te dépasse. Faire quelque chose qui n'est pas que pour ton intérêt personnel, mais qui va rendre la vie de quelqu'un d'autre meilleure. Et ça, tout le monde peut le faire, parce que c'est un sourire dans un bus, c'est une main sur l'épaule de quelqu'un que tu sens qui ne va pas bien, une mise en contact de 2 personnes que toi tu connais et dont les intérêts sont communs. C'est avoir l'audace de mettre en œuvre un projet dont tu rêves et qui peut améliorer la société. C'est tendre la main à quelqu'un qui est différent de toi. C'est de prendre soin de cette planète. C'est pas jeter un papier dans la rue ou quand tu vois une bouteille en plastique dans la rue, la ramasser, la mettre dans la poubelle. En fait, tout est impact dès lors que tu sors de ton petit moi et que tu te dis « j'ai la possibilité de faire quelque chose de bien et qui ne va pas servir qu'à moi, mais qui va servir l'intérêt général. » Donc, ça offre plein de possibilités. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci, Mamad, pour ce que tu fais et merci pour l'impact que tu as. Merci. Cet épisode a été réalisé par René Prod, le studio de podcast durable, en partenariat avec l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Il a été enregistré à la Maison de la Conversation à Paris. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Avant de me quitter, je vous recommande un autre super podcast, c'est Oh My Planet, un podcast de l'ADEME qui vous emmène dans les coulisses de la transition écologique, je vous le recommande.